permettez, on fait 3 éléments de réponse. Je vais commencer par la fin, Madame Cécile Untermaier. D'abord, mais ça me permet aussi d'évoquer la question de Jean-Michel Fauvergue, il faut qu'on veille, là je parle à mon cabinet, à ce que le débat n'est pas organisé territorialement, mais qu'il y ait un message au préfet pour qu'il veille à ce que systématiquement vous soyez évidemment invités territorialement. Et je pense même que certains d'entre vous, plus spécialistes de ces sujets que d'autres, pourraient être des ambassadeurs. Et je m'adresse à la fois à la majorité, à la fois à l'opposition, dans ces débats-là, dans ces moments-là, pour porter une parole. Je le dis d'autant plus que le risque, c'est que le débat se fasse entre soi. J'ai un très grand respect pour les organisations syndicales, mais je pense que la question du livre blanc et de son élaboration doit dépasser le ministère de l'Intérieur. Et donc ça me permet de répondre aussi à une question de Jean-Michel Fauvergue. Si on veut parler du continuum de sécurité, il faut commencer par parler aux Français, aux citoyens, qui subissent les insécurités, ont un sentiment d'insécurité. Pour moi, c'est la même chose, c'est une forme d'insécurité. Et donc, qu'ils soient acteurs de ce débat et qu'ils puissent venir. C'est pour ça que j'ai proposé déjà que d'office, dans chaque commissariat de France et dans chaque gendarmerie, on ouvre un espace pour qu'il y ait un débat public sur ce sujet. Inutile de vous dire que ça fait de grosses perturbations dans la maison du ministère de l'Intérieur, parce qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir du public dans ces lieux-là. Je pense que ce sera un challenge et qu'on va réussir à faire cela et que ça renforcera le lien entre la population et nos forces pour cela. Mais évidemment, les parlementaires ont un rôle tout particulier à jouer. Sur le plan de recrutement, il y a 2 questions dans votre question. Il y a celle des capacités de formation, nous les avons, nous savons faire face, mais vous avez raison. Si par exemple il y avait un départ massif autour du débat sur les retraites de policiers ou de gendarmes, nous aurions une vraie difficulté de remplacement. On a des gens qui sont sur un âge charnière. Je ne pense pas que ce soit le cas dans les orientations que le haut-commissaire aux retraites prévoit, mais on aurait une vraie difficulté, à la fois pour recruter, pour remplacer ceux qui partent à la retraite, et aussi pour recruter les 2000 ou 2500, selon les années, effectifs supplémentaires. Et puis il y a la question de la formation permanente, et en particulier sur l'ordre public. Et vous avez raison. On avait une habitude, et ça ce sera un des sujets qui devrait être traité dans le schéma national, on avait l'habitude à ce que sur l'ordre public, ce soit les professionnels de l'ordre public qui répondent, donc je pense aux escadrons de gendarmerie ou au CRS. Aujourd'hui, on l'a vu face aux Gilets jaunes, c'est l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure qui ont été mobilisées et qui ont été confrontées à des agissements violents. Tous, par exemple, n'étaient pas équipés. Ces images qu'on a vues où des policiers avaient eux-mêmes acheté un casque chez Decathlon, c'est vrai. Et donc c'est un vrai problème. Et donc on doit prévoir aussi des moyens. Les gendarmes ont pu, parce qu'ils avaient du stock, protéger, armer un peu plus en termes de moyens de protection les gendarmes qui ne sont pas dans les escadrons, mais c'est un vrai sujet sur lequel il faut que nous agissions. Et puis il y a la gestion de l'ordre public, sur lequel il faut effectivement que ça devienne systématique pour tout responsable. Je veux dire responsable pour ne pas faire de différence entre police et gendarmerie, mais on a des modèles. Saint-Astier, pour la gendarmerie nationale, est un modèle d'école de gestion de l'ordre public. Nous y envoyons d'ailleurs les préfets aussi en formation. Et je pense que c'est ce modèle-là que nous devons développer pour l'ensemble des responsables de nos forces de sécurité intérieure, parce qu'ils seront confrontés à de la gestion de l'ordre public. Vous avez fait 3 suggestions sur lesquelles il faut qu'on creuse. La garde dans le secteur à l'hôpital, la pose de scellés ou les procurations. Il y a 2 problèmes qui nous consomment énormément de temps. Ce sont à la fois les tâches indues, celles-ci n'en sont pas, mais aussi les tâches périphériques, celles-ci en sont. Mais le problème, c'est qu'il me faut des meilleures solutions. Je vais prendre la dernière, celle des procurations. Évidemment, les policiers ou les gendarmes que je rencontre, surtout à l'approche de période électorale, m'ont parlé du temps consacré aux procurations. Mais quel est le moyen le plus sécur que nous pouvons mettre en place? Ce n'est pas simple. Parce qu'il faut effectivement garantir cette sécurité-là. Et si on confie au maire le soin d'organiser les procurations, je l'ai été pendant 17 ans et je pense que j'aurais trouvé ça formidable. Et je suis totalement en confiance avec moi-même, donc je n'aurais pas été inquiet. Peut-être que mon opposition l'aurait été un peu. Et donc du coup, on voit bien qu'on a sur ce sujet une petite difficulté. Mais moi, je suis ouvert à toute une série de propositions sur cela. Tout ce qui peut nous permettre de mettre les policiers dans leurs fonctions, c'est-à-dire et dans la rue, non pas pour manifester, mais pour gérer la sécurité, va dans le bon sens.
Vous avez abordé la question des travailleurs sociaux et plus globalement du partenariat qu'on doit construire dans la PSQ, dans les territoires. Je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, ça me paraît absolument indispensable. Sur les actes antichrétiens, il ne m'appartient pas de me prononcer sur l'opportunité ou pas de mettre en place un dispositif quel qu'il soit au sein de votre commission. Mais ce que je sais, c'est qu'en 2018, il y a eu 973 atteintes aux lieux de culte et cimetières chrétiens recensés en France, ce qui est en baisse par rapport à 2017 de 0,5%. C'est pas beaucoup, mais c'est une baisse, ce qui n'est pas le cas sur d'autres cultes. Il faut avoir en tête que dans la plupart des cas, ces agressions ne sont pas liées à des actes volontaristes contre Dieu, l'Église, etc., mais sont plutôt des actes ou de vandalisme ou de vol, ou ce qu'on a connu à Saint-Sulpice, où c'est un SDF qui était là et qui a provoqué, l'enquête est encore en cours, mais qui du coup a pu être la cause d'un départ d'incendie. Et donc on est clairement sur une stabilisation, une légère baisse des actes antichrétiens, quand les actes anti-musulmans ont connu une augmentation de 37,5% et les actes contre la communauté juive avaient augmenté de 67,8%. Donc voilà, après en nombre, si je ne suis pas en pourcentage, on a un plus grand nombre d'actes de faits dans des lieux antichrétiens, mais tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus. Et donc statistiquement, on a quand même en France un lieu chrétien dans toutes les communes de France et quelquefois plusieurs. Donc si je la ramène au pourcentage des lieux, je suis là bien en dessous de ce que subissent les synagogues par exemple. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas sur un phénomène qui s'aggrave, on est sur un phénomène qui a légèrement baissé en 2018 et je n'ai pas d'informations qui contredisent cela sur le démarrage de l'année 2019. Je suis prêt à vous faire un point au fur et à mesure sur ces sujets-là. Je voudrais quand même vous dire que malgré cela, il nous faut renforcer la sécurisation des lieux chrétiens. C'est pas forcément, c'est moins dans la culture, on va dire cela. Or, on voit qu'il faut les renforcer. Donc, je peux vous indiquer quand même que le budget du ministère de l'Intérieur consacré à la communauté chrétienne par rapport à 2017, il était à 492 000 euros d'aide à l'investissement sur des mises en sécurité. Il est passé à 1 500 000 euros en 2018. Il était multiplié par 3 et je suis évidemment attentif aux sollicitations qui viendraient notamment des communes gestionnaires de ces sites pour renforcer encore les moyens de protection. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Donc voilà, je voudrais vous rassurer. Je suis comme vous touché chaque fois qu'un lieu de culte, quel qu'il soit, et quel que soit le culte en question, est attaqué, parce que la laïcité que nous devons tous défendre au-delà de nos convictions personnelles, c'est la garantie de croire ou de ne pas croire. Il est inacceptable qu'on puisse être menacé parce qu'on a fait le choix d'une religion, et il est encore plus insupportable de voir les lieux symboliques qui appartiennent au commun de chacun. Une église, on peut être catholique pratiquant ou pas, elle appartient au commun. Le commun, c'est ce qui appartient à tous. L'église, la cathédrale de Fort-Quelquier, au fond, on est catholique ou pas, mais elle appartient. J'ai vécu la foudre qui avait fait exploser une partie du clocher, j'ai vécu cette émotion collective. Et donc, c'est totalement insupportable quand on voit ces gestes qui s'attaquent aux symboles religieux. Et donc, je comprends votre émotion, mais je voulais vous préciser qu'on est là sur quelque chose qui est plutôt stable. La baisse n'est pas significative, 0,3% par rapport à 2017, mais on est plutôt... Je n'ai pas ces statistiques-là, mais c'est vrai que je ne rends compte que des 2 dernières années en responsabilité ministérielle devant votre commission. Mais voilà, je ne crois pas qu'il y ait d'aggravation sur ce sujet-là, mais je suis prêt à vous communiquer tous les éléments complémentaires que je pourrais avoir sur ce sujet-là. Mais ne négligeons pas 1000 atteintes aux symboles, je ne les qualifie pas, sur 40 000 églises en France. C'est 1000 de trop. Mais il faut quand même avoir en tête ce rapport-là pour agir sur ce sujet. Mais nous y sommes attentifs et je vous dis, multiplication par 3 en 2 ans de l'aide aux communes pour sécuriser les lieux. Et si, je m'adresse à tous les parlementaires, certains ont en tête des dossiers qui seraient encarafés sur les sujets de protection, nous pouvons faciliter leur instruction. Et j'en viens à la question de Jean-Michel Fauvergue. Je le rejoins évidemment sur le déséquilibre qui existe aujourd'hui entre les dépenses d'équipement et les dépenses de moyens humains. Ça a été le choix de ce ministère. Le problème, non, pardon, pas le problème, mais dès lors qu'on recrute des gens qui ont un statut de fonctionnaire, on voit bien que quand on fait des baisses budgétaires, et ce ministère en a connu, les baisses budgétaires elles se font systématiquement sur le hors T2. Or, c'est une vraie anomalie. Je l'ai dit de façon soft dans mon propos liminaire, en 2015, on a lancé un plan de recrutement de policiers et de gendarmes supplémentaires, on n'a pas prévu de les équiper.
vous votez systématiquement en lien avec le recrutement les moyens matériels et de sécurité des policiers que nous recrutons grâce au budget que vous nous accordez. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'essentiel. Mon sentiment est que l'objectif de la loi de programmation est de travailler sur la question de cet équilibre-là. Et donc j'entends parfaitement votre remarque, elle me paraît justifiée. Et on est sur un trop haut niveau de dépenses figées, de dépenses rigides, comme on dit quand on gère un budget. Mais du coup, on sait cet enjeu-là. Sur le continuum de sécurité, non, pardon, sur le livre blanc, mais j'ai répondu en me trompant de début, je pense effectivement qu'il faut aborder le continuum de sécurité dans sa plénitude et que tous les acteurs de la sécurité y ont leur place. J'ai rencontré les partenaires sociaux et les collectivités locales pour la police municipale, vous étiez à mes côtés, monsieur le député, et j'ai posé le principe même de leur place dans la discussion. C'est absolument indispensable. C'est vrai aussi pour les sociétés privées. Le continuum de sécurité doit s'inventer demain de façon différente. Mon sentiment profond est que le ministère de l'Intérieur ne sera pas dans les années qui viennent, face à tous les nouveaux risques, celui qui pourra seul assurer la sécurité de tous les Français. Il y a d'autres acteurs, l'armée en est un, parce qu'aujourd'hui on est sur des menaces qui viennent aussi beaucoup de l'international et l'armée a un rôle majeur sur cette capacité de gestion-là. Les autres ministères en ont aussi, j'ai parlé du plan anti-stup tout à l'heure, mais je pense que d'autres acteurs institutionnels, les collectivités locales, doivent y contribuer et ont un rôle majeur sur cela. Le rôle des citoyens, il est majeur, je l'ai dit. Ils sont à la fois acteurs, mais ils doivent être aussi demandeurs. Ils ne doivent pas seulement être dans l'attente d'eux, mais ils doivent aussi être des acteurs de la construction de la sécurité globale. Sur la forme, je la souhaite la plus territoriale possible. Je souhaite évidemment que les parlementaires puissent jouer un rôle actif dans l'élaboration de ce livre blanc. Qu'ils soient d'ailleurs spécialistes, Jean-Michel, tu en es un, mais qu'ils soient non initiés, je pense que c'est essentiel que chacun s'en empare. Il n'y a aucun autre sujet aujourd'hui qui touche tous les Français, où que l'on soit. Où que l'on soit. Voilà. Et donc, l'éducation, elle va toucher, mais avec le vieillissement de la population, dans certains villages en ruralité, on est moins confronté à ça. La sécurité, elle est partout. Et donc, je sais qu'aucun député ne considère que ce n'est pas un sujet pour lui. Et donc, je pense vraiment que c'est important que chacun y soit spécialiste, il en faut, ou non spécialiste. Je vous remercie. Donc, je vais reprendre 3 questions des derniers groupes politiques qui sont présents dans la salle et après on fera des tours sur les groupes La République En Marche et LR. Donc, pour Liberté et Territoire, Paul Mollet.